Mes chers amis, bien le bonjour. Fils de Cronos et de Rhea, frère de Zeus et de Hadès, seigneur des mers et des océans, Poséidon est l'une des figures que l'on connaît le plus, ou du moins qui est le plus connu du panthéon grec. Dans cet épisode, je vous propose de mieux découvrir justement ce dieu Poséidon, que l'on connaît principalement par le biais de la culture populaire, mais dont on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose, tant sur ses mythes que sur son culte, mais aussi le rapport qu'il a eu avec Athéna par rapport justement à la ville de Athènes. Dans la mythologie grecque, Poséidon est le fils de Cronos, le seigneur des titans, et de la titanie de Rhea, une titanie de la fertilité. Il est également le cadet de Zeus et de Hadès, et il fait également partie des 12 divinités les plus importantes du panthéon grec. La fonction de Poséidon concerne avant tout le milieu marin, mais aussi le milieu terrestre et des vents. En effet, Poséidon est une divinité rattachée à l'élément liquide, ou plutôt à l'élément salé, contrairement à d'autres divinités qui sont plutôt rattachées à l'élément eau, mais plutôt l'eau douce, les fleuves ou ce genre de choses. On l'associe également à la mer, mais plutôt à la mer profonde, aux profondeurs marins et des océans, mais également aux tempêtes, aux séismes et aux tremblements de terre d'un point de vue marin et aux marées de façon générale. Et il aurait tendance aussi à faire jaillir des sources quand cela lui prend. Mais il ne faut pas le confondre avec Pontos, qui est l'une des divinités les plus anciennes associées à la mer, parce que Poséidon et Pontos peuvent être un peu confondus par rapport justement à leur fonction au niveau des océans. Le nom de Poséidon vient d'une expression grecque, être le maître, mais également on peut le retrouver dans le latin Pontens, qui signifie pouvoir. Bien qu'il soit rattaché à la mer, Poséidon signifie époux de la terre ou époux ou seigneur de la terre, ce qui montre un peu le côté un peu ambigu, encore une fois, de cette divinité. D'un point de vue caractère, personnalité et physique, Poséidon est représenté comme une divinité avec un physique plutôt imposant, inspirant le respect et la crainte en même temps, avec un caractère plutôt belliqueux et instable, et demeurerait dans un palais situé dans les profondeurs de la mer, mais il passe également à certains moments du temps sur terre, sur le mont Olympe. Selon les sources, le domaine du dieu s'étend depuis la mer Méditerranée, non loin de l'île d'Eubée, donc où situerait plus ou moins le domaine de Poséidon, un peu dans cette zone-là. Encore une fois, ce sont des localisations un peu, on va dire, imagées. Lors de ces déplacements, il se déplace sur un char tiré avec des chevaux, avec des sabots airains, donc c'est-à-dire des sabots de bronze, et à la crinière d'or, du moins de chevaux blancs également. Dans la religion grecque, Poséidon est considéré comme une divinité plutôt ancienne, puisqu'on l'associe dans certains moments aux premiers Hellènes, ou du moins aux premiers Grecs qu'on peut retrouver justement dans la civilisation grecque, du moins si on regarde les sources. En effet, on signale la divinité dès l'époque homérique, voire à l'époque mycénienne, donc des époques assez anciennes, ce qui démontre encore une fois l'ancienneté de sa présence en Grèce. Mais si on en croit Hérodote, donc l'historien, accorderait à Poséidon une origine plutôt libyenne. Alors, dans ce cadre-là, on pourrait se dire que Poséidon est plutôt une divinité qui aurait été amenée en Grèce et pas une divinité à proprement grecque. Ce n'est peut-être pas forcément quelque chose on va dire d'absurde, puisque certains spécialistes s'accordent à dire que le culte de Poséidon et les premiers Hellènes coïncideraient avec l'introduction du cheval qu'on verra dans la seconde partie, parce que Poséidon est associé justement aux équidés. Donc il n'est pas forcément peut-être fou de penser que Poséidon a peut-être des origines étrangères, comme certaines divinités que nous avons déjà traitées par le passé. Dans le cadre de la pratique religieuse et dans les sources, Poséidon possède plusieurs épithètes. Parmi elles, on peut citer les épithètes en lien avec les tremblements de terre, Gaïoklos, celui qui embrasse la terre, ou Inosicton, celui qui ébranle la terre. On se base sur justement les épithètes justement qu'on peut retrouver de Poséidon, du moins des épithètes qui ne sont pas en lien, encore une fois, avec la mer. On parle aussi également de Poséidon Hippios, donc lié aux équidés, donc autrement dit aux ékiwis, donc un Poséidon en lien avec le cheval, du moins en lien avec justement le équidé, puisque Poséidon aura tendance un peu à revêtir d'une certaine façon l'apparence d'un cheval quand cela est nécessaire. Concernant, on va dire, ses attributs, comme beaucoup de divinités, il en a, et ses attributs principaux sont le trident qu'on lui connaît bien entendu, que ce soit dans les représentations, culture populaire ou peu importe, le dauphin, le taureau qui est en lien, on verra après, avec le minotaure, dont je vous parlerai un tout petit peu après, et le cheval, comme par hasard. Le trident est l'attribut principal de Poséidon, mais on le retrouve également chez d'autres divinités en lien avec la mer, donc ça ne lui est pas forcément propre, même si c'est lui qu'on va plus ou moins représenter avec le trident. Le trident sert également d'arme au
dénouement de la pêche, notamment de la pêche au gros. Alors la pêche au gros, ça va être au gros poisson, le thon, ce genre de truc. Et une autre hypothèse également est avancée par rapport au trident. Ce serait en fait un cadeau que les cyclopes auraient justement fait à Poséidon et qui est à la base un éclair de foudre de Zeus qui aurait été un peu remodelé pour en faire, on va dire, l'instrument ou du moins l'attribut principal de Poséidon. Rappelez-vous, quand nous avions abordé Persée, les cyclopes étaient considérés comme des bâtisseurs et pas forcément comme des bêtes ou du moins des créatures un peu primitives ou ce genre de choses. Donc les cyclopes, ils ont à la fois cette image un peu négative et une image un peu positive dans l'univers grec. Dans le cadre justement du dauphin, c'est un animal plutôt commun et plutôt un animal comme étant un peu protecteur en fait des navigateurs. On l'a vu un peu avec Dionysos qui avait transformé justement des pirates en dauphins. Donc c'est un animal qu'on retrouve assez régulièrement. Concernant les mythes, Poséidon se retrouve dans plusieurs mythes, même s'il n'y a pas forcément de mythe qui lui est propre. Les mythes, on les verra dans la seconde partie, mais on peut citer en fait des mythes, on va dire déjà ne serait-ce qu'au niveau de ses amours. Si on prend par exemple l'image du dauphin qu'on a vu précédemment, qui intervient dans plusieurs mythes, on peut citer par exemple la situation avec Amphitrite, qui, ayant trouvé refuge auprès d'Atlas, qui est un titan, Poséidon se présente à elle sous la forme d'un dauphin dans le but de la séduire. C'est également sous la forme d'un dauphin que Poséidon séduit Mélantos, qui est la fille de Callion et la mère de Delphos. Donc, autrement dit, encore une fois, le dauphin a sa particularité qui est d'être relié à Poséidon et au même titre que le cheval, ça lui sert un peu de moyen de séduction. Par exemple, si on reste toujours sur le dauphin, il accorde à Thésée une escorte également de dauphins pour aller dans les fonds marins dans le but d'aller chercher l'anneau de Minos. Alors Minos, bien sûr, il y a avec le Minos Minotaure, et on va y venir juste après. Quant au taureau qui se retrouve justement, comme je vous l'expliquais dans le mythe du Minotaure, il s'agit en fait de situations un peu particulières, puisque la créature est née de la relation entre Pasiphae, la fille de Minos, et d'un taureau blanc qui à la base était un taureau sacrificiel pour Poséidon. Il faut savoir que Poséidon s'est lourdement fâché de voir que le taureau que Minos avait promis de sacrifier ne l'a pas été fait. Ce dernier s'est vengé tout simplement en ensorcelant d'une façon, on va dire, alors je vous l'explique de façon rapide, il a ensorcelé plus ou moins Pasiphae pour que cette dernière tombe amoureuse du taureau, et de l'union du taureau et justement de Pasiphae est né le Minotaure. Voilà comment le Minotaure a été conçu et né. Comme beaucoup de divinités, Poséidon a une épouse en particulier et un très grand nombre de maîtresses et d'enfants illégitimes aussi à côté. Donc on a cité Amphitrite qui est son épouse principale, on a cité Mélatos qui est une maîtresse à lui. En effet, dans un premier temps, Poséidon est amoureux de Thétis, la mère d'Achille, une Néréide, mais il laisse sa place à Zeus lorsque Thémis, une autre divinité marine, lui prédit que le fils qui naîtra justement de la Néréide en question surpassera son père. Donc ça fait un peu écho avec ce qui s'est passé par rapport à Zeus entre l'oracle prédit à Cronos, donc Gaïa qui avait prédit à Cronos que l'enfant qui naîtrait de lui et de Rhea finirait par le surpasser. On peut faire un petit peu écho justement avec cette histoire-là. Donc il passe son tour pour justement Thétis qui laisse justement à Zeus, et le dieu des mers devient alors l'amant de Clito, dont les ancêtres descendent tout droit des Atlantes. Donc pas forcément trop, on va dire, fou de retrouver justement quelqu'un qui serait en lien avec l'Atlantis, la fameuse cité légendaire dont on s'arrache encore les cheveux pour savoir si c'était un mythe ou si c'était au contraire un véritable lieu. Donc il n'est pas totalement fou que les auteurs d'époque aient voulu accorder à Poséidon justement une maîtresse qui serait en lien justement avec ce peuple marin. Et dans un second temps, Poséidon prend une épouse légitime cette fois-ci qui est Amphitrite. Amphitrite, en effet, c'est la Néréide qui, comme je vous l'expliquais, a cherché à fuir Poséidon, se réfugiant auprès de Titan Atlas. Atlas a été condamné par les dieux à porter le monde sur ses épaules parce qu'il s'était rebellé. Le dieu de la mer cependant ne lâche pas l'affaire et il envoie des messagers justement pour essayer de convaincre la Néréide de l'épouser. Parmi eux, on peut trouver le dieu des dauphins, Delphinos, afin que ce dernier plaide un peu sa cause, un peu comme le ferait Hermès dans certains cas. La jeune fille se laisse alors convaincre par les arguments de ce dernier et en récompense de son succès, Delphinos est alors placé dans le ciel où il devient la constellation du dauphin, un peu comme on avait vu pour Chiron et pour Pégase un peu avant. De ce couple naissent 3 enfants,
Posséidon, on connaît un peu avec justement le dessin animé La Petite Sirène, Rhotos ou Rhodé, ça dépend des sources que vous allez consulter, et Bentissimine, un nom à rallonge, mais encore une fois, 3 enfants. Rhodes, Rhodos ou Rhodé, comme vous voulez, donne son nom justement à l'île de Rhodes, avec un S cette fois-ci à la fin, et elle devient la mère des Eliades, justement un peuple né justement ici. Et quand Bentissimine, il vit on suppose du moins ce qui vit dans la région de l'Éthiopie. Donc on peut supposer que les divinités qui sont issues du mariage entre Amphitrite et Poséidon, l'un de leurs enfants, entre guillemets, a fait l'objet d'un culte en dehors des murs de la Grèce. Comme je vous dis, ce n'est pas forcément étonnant. On retrouve justement ce genre de divinité importée et exportée d'un peu partout. Les maîtresses du dieu de la mer sont extrêmement nombreuses, ainsi comme je vous l'ai expliqué de leurs enfants. On va pas toutes les citer, mais on va en citer quelques-unes. Parmi elles, on peut citer sa grand-mère Gaïa, avec qui il a eu le géant Anté, la gorgone Méduse dont on a déjà plus que parlé dans l'épisode de Persée, des Grées et justement de Méduse elle-même, avec qui il aura le cheval et les Pégases et le Chrysaor. Alcylionée, l'une des Pléiades, avec qui il aura une fille, Aétus, et 2 fils, Hyperénor et Irius. Euryale, qui pourrait sembler être la gorgone mais c'en n'est pas une, avec qui il aura le géant chasseur Orion, qui sera un petit peu, alors selon certaines versions, un peu le crush, à dire amical d'Artémis. Célano, une autre Pléiade encore cette fois-ci, avec qui il aura cette fois-ci 2 fils, Lycos et Nictée. Et selon Hygiène, alors Hygiène, un auteur, il aurait eu un autre fils également, alors il est plus ou moins compté et inclus, Éphémos. Avec Chioné, il aura un fils nommé Eumolpe. Aétra met au monde le héros Thésée, que nous connaissons, le fameux Thésée qui terrassera le Minotaure. Théophane, avec cette dernière, sera à l'origine du bélier de la toison d'or. Alopé, qui aura avec lui Hippotos en lien avec le cheval, ou encore Amimoné, avec qui il aura Noplios, et pour, on va dire, entre guillemets, terminer, même si cette fois-ci finit avec tout ce qui est mortel et non pas divinité, Toosa, une nymphe marine avec qui il aura le fameux cyclope qu'on le retrouve dans l'Iliade et l'Odyssée, Polyphème. Parmi les maîtresses du dieu, donc là on a fait les maîtresses qui sont, on va dire, des petites divinités ou des mortels, on peut compter quelques cas particuliers, voire même des divinités, on va dire, assez importantes. Parmi elles, on peut trouver Déméter, qui a été également la maîtresse de Poséidon. Pour vous expliquer un peu la chose, durant l'errance de Déméter en travers de la Grèce, parce que cette dernière cherche encore Perséphone à ce moment-là, Déméter suscite un peu l'intérêt du souverain des mers, mais pour lui échapper, car la déesse n'est pas du tout intéressée et il y a un peu autre chose à faire, cette dernière va se transformer en Geunisse, manque de peau, parce qu'elle a envie d'avoir la paix, et elle se cache dans le troupeau d'un certain Ocos, qui est le fils d'Apollon et également un roi arcadien. Toutefois, Poséidon n'est peut-être pas bête et finit par la retrouver assez facilement, et sous la forme d'un cheval, il finit par s'unir à la déesse. Et de cette union naquit la nymphe Despoéna, dont le nom ne doit pas être prononcé en dehors de certaines conditions, puisque Despoéna, son nom n'est prononcé que lors du culte à mystère de Déméter, qui est le culte en général d'Éleusis, ainsi que le cheval immortel Aérion ou Arion, selon les sources que vous allez consulter, vous allez retrouver les 2 noms ensemble, dont le cheval a la particularité d'être doté de la parole, donc pas forcément, on va dire, fou. Donc en fait, l'enfant né justement de l'union entre Poséidon et Déméter fait l'objet en fait d'un culte à mystère au même titre que Déméter elle-même à Éleusis. Toujours en lien avec Déméter, Héroclyton, alors c'est un roi thessalien, ayant eu la bêtise de contrarier Déméter, et Déméter étant une déesse certes qui est liée un peu à la douceur, à la récolte et tout ça, mais c'est aussi une déesse infernale comme on l'avait vu précédemment dans d'autres épisodes. Il a eu la bêtise un peu de la contrarier et malheureusement cette dernière l'a très mal pris et l'a condamné à une faim permanente et sans fin, un peu comme un gargantua on va dire, mais tellement affamé que ce dernier finira dans un triste sort. Afin d'assouvir sa faim interminable, il finit par commettre certes un forfait puisqu'il est amené à vendre plusieurs fois sa fille, Mestra, comme esclave. Poséidon étant épris de cette dernière, la transforme à plusieurs reprises afin qu'elle échappe justement à ce destin tragique. Le roi ayant découvert la supercherie, pour se punir et sans doute ayant pris conscience de ce qu'il avait fait, finit par se dévorer lui-même pour qu'il n'y ait plus trace de lui. En gros, c'est un peu ça qui nous est expliqué dans le mythe. Une histoire d'amour que l'on peut également signaler
est dans les cas un peu particuliers, on vient de voir Déméter et d'autres choses. L'histoire d'amour encore un peu particulière, c'est celle avec la nymphe Tyro. En effet, Tyro est la fille de Salmonée et elle était prise en fait du dieu des fleuves Énipée. Mais Poséidon est également épris d'elle. Donc Poséidon étant amoureux de la jeune nymphe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'apparence justement du dieu des fleuves et il s'unit à elle justement sans que cette dernière s'en aperçoive. De cette union vont naître deux fils, Pélias et Nélée. Les deux enfants, et du moins on peut s'imaginer Tyro ayant pris conscience que ce ne sont pas les enfants du dieu dont elle est amoureuse, les deux enfants sont abandonnés justement par leur mère à leur triste sort et ils sont recueillis par des bergers. Du côté de la nymphe Tyro, cette dernière n'a pas forcément eu un destin, dire, très enviable puisqu'elle épouse Créthée, un roi d'Iolcos en Thessalie, et les choses ne se passent pas forcément très bien pour elle. Puisque le dieu de la mer, du moins les enfants qui sont nés de Poséidon en métamorphosé et de cette dernière, on va dire les enfants nés et abandonnés par cette dernière vont quelque part faire un peu la vengeance de leur mère, puisque cette dernière, alors certes, ils ont une origine divine, faisant que la famille de Thessalienne justement a un ancêtre divin d'une certaine façon, mais du côté justement de cette dernière, les enfants tout simplement ont décidé de supprimer la belle-mère de Tyro qui lui menait une vie impossible. Quoi, le dessin fait très bien les choses. À côté justement de toutes ces maîtresses, on peut souligner un amant également à Poséidon, Pélos. Alors rappelez-vous de Pélops, on en avait déjà parlé de Pélops, c'est le fils de Tantale, vous rappelez-vous, c'était celui où il manquait une moitié d'épaule et où Zeus, ayant compris que ce qu'on lui avait servi était de la chair humaine et non pas de la chair animale, l'a tout simplement condamné à un châtiment assez particulier. Je vous renvoie à l'épisode où on avait parlé de Tantale, justement pour le punir de cet affront, du moins d'avoir fait l'affront justement à la notion d'hospitalité très importante chez les Grecs. Donc Pélops fait l'objet de l'amour d'une certaine manière de Poséidon et ce dernier veut l'enlever pour en faire son échanson. Malheureusement, ça échoue. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre autour de Poséidon? C'est que déjà, c'est une divinité avec plusieurs casquettes, comme on a déjà vu sur cette chaîne. Mais c'était surtout une divinité qui est pas forcément complexe, mais dont, on va dire, les petites graines se retrouvent un peu partout dans la mythologie, puisqu'on voit très bien que on le retrouve chez Thésée, on le retrouve chez Minotaure. C'est très drôle puisque les deux vont finir par se rencontrer. On avait vu Bellérophon aussi dans l'épisode avec Pégase, même s'il y a toujours un doute un peu sur la paternité de Bellérophon. Beaucoup s'accordent à dire que c'est un fils de Poséidon, donc on voit très bien que beaucoup de héros sont également issus justement de Poséidon, même au titre que Zeus. On voit également que Poséidon n'est pas seulement rattaché à la mer, il est rattaché à beaucoup de choses. J'ai mentionné tout à l'heure également le vent, puisque rappelez-vous, on faisait également de Éole le fils de Poséidon ou de Zeus selon certaines versions, et Poséidon est également lié aux tempêtes, aux tremblements de terre, ce genre de choses en fait, au caractère presque infernal de l'océan et de la mer, à contrario de Pontos qui lui est plutôt la mer plutôt calme, plutôt tranquille. Poséidon serait un peu le côté obscur de la force par rapport à ça. Et surtout Poséidon, on peut voir que c'est un dieu qui certes, on connaît ses fonctions principales, on voit un peu ce que c'est, les attributs, bon bien sûr on connaît bien entendu le trident avec lequel on le représente assez facilement, on lui attribue également le taureau, on lui attribue le dauphin, on lui attribue d'autres choses, mais on voit que Poséidon c'est aussi un dieu qui a aussi un caractère ancien, puisque dès l'époque homérique on en parle, du moins on en fait mention, on le verra après quand on attaquera les mythes. C'est une divinité qui a un caractère assez ancien, peu connu et mal connu, et pas forcément toujours mise en avant, mis à part les attributs qu'on lui connaît. Donc c'est vrai que par rapport à Poséidon, il y a quand même un certain nombre de choses à dire et à raconter. On verra que le caractère un peu belliqueux avec les mythes va lui jouer certains tours, puisqu'il sera un peu victime de son caractère, on peut appeler ça de cochon d'une certaine façon. Et c'est un dieu en fait qui est très complexe, qui est surtout aussi très violent, très belliqueux, qui prend assez mal les choses, un peu comme on l'avait vu avec Ajax, quand Ajax se retrouve projeté après la guerre de Troie entre les rochers. Enfin, on l'avait vu un peu comment ça s'était passé. Je vous renvoie à l'épisode également sur Ajax si cela vous intéresse, en sachant que vous avez deux Ajax aussi dans la mythologie, un peu comme d'autres noms que vous allez retrouver aussi dans la mythologie. Donc c'est pas totalement, on va dire, fou de retrouver Poséidon. On lui attribue des origines libyennes également. Alors ça c'est Hérodote, Hérodote étant l'un des premiers historiens justement de l'histoire, pour pas dire
le père de l'histoire entre guillemets, comme beaucoup s'accordent à dire. Hérodote lui donne des origines libyennes, alors ce n'est pas totalement fou puisqu'on avait vu qu'avec Aphrodite on avait des origines chypriotes et avec d'autres divinités d'ailleurs on avait vu qu'il y avait des origines aussi qui étaient étrangères. Poséidon est peut-être aussi un dieu importé en Grèce par soit le commerce, encore une fois, soit les guerres, soit des déplacements de population, donc il n'est peut-être pas fou que justement les premiers Hellènes et le culte de Poséidon se soient un peu rencontrés dans un certain cadre et fait que ce dernier se soit complètement implanté. On en parlera un peu plus quand on abordera le culte et après les mythes, mais globalement voilà, c'est ce qu'on peut dire globalement du culte de Poséidon, enfin de l'image de Poséidon dans justement les récits que nous fournit les sources, même s'il y a des sources un peu contradictoires comme d'habitude, ou du moins ce qui étoffe un peu plus les fonctions du dieu. Poséidon est un peu cette espèce de divinité multicasquette comme on en trouve beaucoup dans le monde antique et qui est pas toujours, on va dire, évidente à comprendre, qui reste complexe et parfois très difficile à cerner même dans les récits. Comme Zeus et Hadès, Poséidon est le fils du titan Cronos et de la titanie de Rhéa. Comme ses frères et sœurs, il est avalé à sa naissance, puis au moment de la titanomachie, ce dernier est recraché et se bat aux côtés de Zeus afin d'affronter leur père Cronos. Dans une autre version, qui est plus ou moins, on va dire, retenue, mais dont, on va dire, on connaît très peu en fait cette version-là, Rhéa, à la naissance de Poséidon, aurait substitué l'enfant et aurait donné à la place à son mari un poulain. Et c'est cet animal, justement, que Cronos aurait avalé. Quant à Rhéa, elle a caché Poséidon bébé dans un troupeau d'agneaux près de Mantinée. Et ensuite, l'enfant, une fois que Cronos a baissé sa vigilance, il a été confié ensuite à une nourrice, Arné. Dans une troisième version, qui est un peu moins connue, mais qui est plus ou moins liée à la première, Rhéa le confie à Capheira, une des filles de Océan. Mais quoi qu'il en soit, en fait, dans cette version-là, c'est juste, en fait, à qui Rhéa confie l'enfant, qui change, mais rien de plus. Toujours dans cette même version, Poséidon est alors élevé à Rhodes avec l'aide des Telchines qui sont des divinités locales en fait propres justement à l'île. Aux côtés de Zeus et de sa fratrie, il participe à la titanomachie dans un premier temps, puis à la gigantomachie. Donc pour vous l'expliquer très rapidement parce qu'on fera un épisode consacré à ça bien plus tard, la titanomachie c'est l'affrontement ce qui va être des Olympiens avec les titans, donc la troisième et la seconde génération de dieux qui s'affrontent. Et la gigantomachie c'est tout simplement le combat des géants contre les Olympiens. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Et lors de cette gigantomachie, Poséidon se distingue en justement tuant le géant Polybotès avec un rocher qu'il aurait, on va dire, substitué à l'île de Kos et qui aujourd'hui est représenté par l'îlot de Niséos. Donc en fait, la légende veut que l'îlot de Niséos est en fait un morceau pris par Poséidon, Kos. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Au moment du partage du monde, Zeus est devenu le souverain des cieux, Hadès le souverain du monde souterrain dont on avait déjà parlé il y a quelque temps, et Poséidon hérite de l'univers liquide ou du moins de l'univers de la mer, du moins des profondeurs marines. Toutefois, Poséidon a aussi, on va dire, certains petits travers, c'est-à-dire qu'il est connu aussi pour son caractère un peu belliqueux et notamment pour ses affrontements réguliers avec les autres dieux. Selon l'Iliade, Poséidon conteste la décision de Zeus et le souverain des océans complote alors avec Héra et Athéna et selon certains historiens avec Apollon également afin de destituer Zeus et de l'enchaîner. Malheureusement cela échoue et Poséidon et Apollon sont punis assez sévèrement, à savoir qu'ils sont envoyés chez Laomédon où ces deux derniers doivent construire les remparts de Troie. Le roi troyen ayant refusé de payer ce qu'il devait à Poséidon, à savoir un sacrifice de bétail, notamment du bétail né justement pendant l'année en cours, non seulement Poséidon se fâche très fort en détruisant complètement les murailles de Troie qu'il avait aidé justement à construire, mais il envoie également en représailles un monstre marin nommé Idione, justement ravager cette contrée. Afin d'apaiser justement le monstre marin, la princesse troyenne justement est alors sacrifiée, Hésione, mais cette dernière est sauvée de justesse par Hercule, ou Héraclès si vous préférez. Donc en fait, ça devrait un peu vous rappeler quelque chose. Ça vous rappelle un peu, pour ceux qui ont suivi l'épisode sur Persée, ça doit un peu vous rappeler l'épisode un peu de Persée avec Andromède, où parce
que la reine, du moins la mère d'Andromède, s'était, on va dire, plus ou moins vantée d'être la femme la plus belle du monde et que les dieux l'ont très mal pris, a été obligée d'envoyer au sacrifice sa fille afin d'apaiser un monstre marin qui avait été lâché. C'était un petit peu ça, l'histoire d'Andromède. Je vous encourage à aller voir l'épisode sur Persée si l'histoire vous intéresse un peu plus. Mais on pourrait faire un vrai clin d'œil en fait là-dessus. Toutefois, malgré sa rancune envers les Grecs, Poséidon, lors de la guerre de Troie, se bat aux côtés de ces derniers. Selon la légende, Poséidon aurait également inventé le cheval dont il revendique que le cheval ne peut pas être dompté, sauf à l'aide d'une bride qu'il aurait inventée, et cette invention de la bride est également revendiquée par Athéna. Donc voilà, le Poséidon, on va dire, est très souvent en compétition avec Athéna et on le verra juste après. Toutefois, les spécialistes s'accordent à dire que justement l'invention du cheval, ou du moins l'introduction du cheval en Grèce, on l'avait déjà vu un peu précédemment dans la première partie, et que cela coïncide plus ou moins avec la présence en fait du culte de Poséidon, la présence des premiers Hellènes et l'introduction du cheval justement sur les terres de ces derniers. Donc le cheval n'est peut-être pas forcément, on va dire, créé par Poséidon si on se base sur la réalité, mais il est possible que on ait fait du cheval à ce moment-là l'un des attributs de Poséidon parce que c'était le culte qui était le plus pratiqué justement à ce moment-là. On pourrait imaginer cela. Dans ces querelles avec les autres dieux, et si on enlève aussi l'épisode avec Zeus, cela concerne principalement des territoires. Donc là, on a vu que Zeus, c'était déjà avec des territoires, et là, ça allait peut-être un peu plus, notamment quand il commence à se quereller avec d'autres personnes en dehors de son frère. En effet, le seigneur des mers se prend la tête avec Athéna. En effet, le seigneur des mers revendique l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes concrètement, où Athéna est basée comme étant la déesse protectrice de la cité, notamment de la cité d'Athènes. Dans ce match, on va dire, la cité reviendrait à la divinité qui aurait offert le meilleur cadeau, du moins le meilleur présent, le plus utile si on voulait vraiment pousser le bouchon un peu plus loin. Le présent d'Athéna est alors l'olivier, et quant à Poséidon, il existe deux versions. La première étant que ce dernier aurait, d'un coup de trident, fait jaillir du sol de l'acropole une source d'eau salée, et de la seconde, toujours à coup de trident, au même endroit, ce serait l'apparition du cheval. Pour départager ces deux divinités, on va bien sûr appeler Zeus, qui a l'habitude un peu de jouer les arbitres dans des conflits entre dieux, et ce dernier va tout simplement réunir un tribunal avec ceux qui votent pour Poséidon et ceux qui votent pour Athéna. Bien entendu, le camp d'Athéna l'emporte, et malgré sa défaite, Poséidon est un peu mauvais perdant, puisque ce dernier souligne le caractère sauvage justement du cheval, et que ce dernier ne peut être apprivoisé, sauf bien sûr avec l'histoire du mort dont je vous ai parlé précédemment. Toujours, on va dire, dans ses conflits avec Athéna, et le fait que aussi Poséidon adore se quereller avec elle, Athènes n'est pas la seule cité que Poséidon veut revendiquer et qui appartient à la déesse, ou du moins qui est sous la protection de la déesse. En effet, Trézène est la deuxième cité qui fait l'objet justement de querelles entre ces deux-là, et Zeus, à nouveau, est sollicité pour trancher la question. Le Seigneur des dieux prend une décision un peu qui serait l'équivalent du jugement de Salomon, si on voulait se le représenter ainsi, à savoir, il y a un côté Poséidon et d'autre côté Athéna. Ce qui ne ravit personne en vrai, mais on peut s'imaginer. Zeus en a un peu marre de se retrouver entre ces deux-là, il se dit, bon ben, vous avez la moitié l'un, moitié l'autre, et vous vous en contentez. On peut s'imaginer un peu si on devait se le représenter dans ce cadre-là. À Corinthe, un conflit éclate également entre Poséidon et Hélios à propos de la région de l'isthme, ou du moins de tout ce qui entoure l'isthme corinthien. Briarée est alors choisi en guise d'arbitre, ce qui change un petit peu de Zeus, et ce dernier prend la décision suivante. Hélios serait l'Acrocorinthe, ce qui correspond à une citadelle corinthienne dans la période antique, et Poséidon aurait la région de l'isthme. Dans cette région d'ailleurs, pour fêter un peu la victoire de Poséidon d'une certaine manière, des jeux en son honneur sont également organisés. Alors les jeux, ce sont souvent des cours du sport, de la poésie, du théâtre, ce genre de choses. Un peu ce qu'on avait vu précédemment, rappelez-vous, quand on avait traité Néron, quand on parlait justement des jeux grecs, ben là c'est un peu pareil. Le dieu des mers se querelle également avec une de ses anciennes alliées, c'est-à-dire Héra. Rappelez-vous, il avait quand même comploté avec Héra pour évincer Zeus, et ben finalement ils se disputent ensemble. Et cette fois-ci, c'est pour la région d'Argos. Un tribunal est encore à nouveau réuni, et il est composé de 3 dieux des fleuves, à savoir Ignacos, Céphissos et Astérion. Le tribunal donne raison à Héra, et terminé, l'affaire est bouclée, Poséidon rentre chez lui. Ce dernier se dispute encore une fois avec quelqu'un d'autre. Dans ce contexte de défaite, Poséidon fait alors disparaître sous les eaux toute la région justement de l'Argos, ou du moins la région qui est, on va dire, qui est présente, sauf la région de Lerna, à la demande des Mimonées. Tout simplement des Mimonées, on l'a vu précédemment,
précédemment. Dans la partie précédente, je vous y renvoie. Poséidon se dispute également avec d'autres dieux, mais sans grand succès, on va dire véritable. Alors il se redispute encore avec Zeus par rapport à Éginée, avec Apollon encore une fois par rapport à Delphes, ou encore avec Dionysos à propos de Naxos. En fait, il se dispute un peu avec tout le monde parce que, tout simplement, il est un peu, on va dire, presque mauvais perdant. La seule victoire qu'il ait eue, c'est contre Hélios. Après tout le reste, c'est défaite. La mauvaise humeur de Poséidon ne se traduit pas forcément toujours à l'encontre des autres divinités. En effet, si on regarde un peu le côté des héros de la mythologie, on retrouve également certains héros de la mythologie mais qui font les frais de sa mauvaise humeur. En effet, dans l'Odyssée d'Ulysse, le roi d'Ithaque s'attire les foudres du seigneur des océans, notamment en s'en prenant à son fils Polyphème, qui le rendra aveugle justement dans les premières péripéties de son Odyssée pour rentrer à Ithaque. Et à contrario, au moment de la guerre de Troie, Poséidon décide de sauver justement le héros aîné au moment de cette guerre, ce qui est quand même assez paradoxal puisque Ulysse et Énée sont des personnages de la guerre de Troie, mais on va dire que Poséidon a fait un peu de favoritisme puisque Ulysse était un peu le champion d'Athéna et on peut s'imaginer que pour embêter Athéna, il s'est dit je vais me défouler sur Ulysse, mais par contre je vais sauver Énée qui était le fils d'Aphrodite. Donc voilà ce qu'on peut en dire concrètement. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Encore une fois, on peut souligner le caractère un peu belliqueux de Poséidon qui se traduit notamment par ce côté en fait je veux m'approprier des territoires parce que tous mes autres frères et sœurs en ont et malheureusement cela se solde par des échecs. On peut également souligner aussi, non sans faux, des rappels un peu de certains épisodes de la mythologie. Exemple par rapport à sa naissance, cela nous rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Zeus, ce qui s'est passé par rapport à Zeus, c'est-à-dire que Rhea a subtilisé l'enfant et l'a remplacé par un poulain par rapport à Poséidon. Pour Zeus, c'est je subtilise Zeus et je le remplace par une pierre. Donc en fait, on pourrait faire également cette espèce de parallèle que justement les différentes sources peuvent nous fournir. Et justement, on peut se demander si la naissance des deux n'est pas forcément qu'une coïncidence, ou du moins de l'histoire qu'on nous en fournit. Ça n'a pas été le cas par exemple avec Hadès ou avec les autres. Poséidon et Zeus jusqu'à présent, on peut dire que ce sont les deux seuls où à ce niveau-là, il y a quelques similitudes. Et le fait aussi qu'ils aient été élevés ailleurs qu'auprès de leur mère. On peut également souligner la similitude par rapport justement au sacrifice des Ionée, qui peut être mis en parallèle avec le sacrifice d'Andromède par rapport à Persée. Donc en fait, il y a énormément de choses en fait qui sont à mettre en perspective. Par exemple, il est vrai que l'épisode d'Athéna contre Poséidon est un épisode qui est plus ou moins connu. Il est plus ou moins connu, on va dire, de ceux qui sont vraiment très passionnés de mythologie ou d'histoire grecque, ou du moins des origines, on va dire, d'Athènes. Donc Poséidon, c'est une divinité qui est certes belliqueuse, mais malgré tout ceci, il n'empêche que son culte, son histoire est connue de tous. On le verra quand on abordera le culte et plus tard les représentations artistiques qui viendront souvent bien après, notamment à la Renaissance, on le verra un peu après. Mais globalement, Poséidon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une divinité, et on l'a vu dans la première partie, qui est une divinité en fait, certes ancienne, mais qui se caractérise par le côté extrêmement agressif, un peu comme peut l'être la mer quand elle est dans certaines phases, c'est-à-dire très angoissante, très mouvante, très violente. Poséidon a un caractère un peu violent, belliqueux, comme je l'ai dit, je le répéterai jamais assez, mais c'est un peu le cas. Et surtout, c'est une divinité où, comme on peut voir au niveau de sa recherche de territoire, qui, en fait, a un peu cette espèce d'insatisfaction. Ça. Toujours est-il que, comme on peut le voir dans la mythologie, il a un peu passé son temps à se battre, un peu passé son temps, en fait, à vouloir affirmer son pouvoir. En réalité, quand on regarde un peu la réalité, Poséidon était très présent. Dans l'isthme de Corinthe, on célébrait des jeux autour, justement, de son culte, ce qui n'est quand même pas rien, puisque les jeux, à cette époque-là, alors certes, c'était à but religieux, mais vous aviez tout ce qui était autour du sport, les courses de chars et tout le reste, vous aviez tout ce qui était autour de la poésie, autour du théâtre, en fait, c'était une façon aussi de glorifier les dieux d'une certaine façon. Donc voilà ce qu'on peut dire vraiment par rapport à Poséidon. Bien entendu que l'épisode, je pense, le plus connu sur l'histoire de Poséidon, c'est bien entendu quand Polyphème se fait crever l'œil par Ulysse, bien entendu, qui se fait aveugler. Bien entendu que c'est l'épisode le plus connu, et d'autant plus que Ulysse est le champion d'Athéna. Donc en fait, la querelle entre Athéna et Poséidon, elle se poursuit un peu au-delà des questions de territoire dans la mythologie. Notamment quand on lit l'Iliade
l'Iliade et l'Odyssée, on peut en conclure que oui, les querelles entre ces deux-là sont loin d'être quelque chose d'anodin. Et ce qui est le plus drôle aussi, c'est que Poséidon va se disputer avec d'anciens alliés. Il se dispute avec Apollon, il se dispute avec Héra, puis il se dispute avec Athéna. Donc en fait, on voit que le côté un peu revanchard est très présent justement chez cette divinité, et c'est peut-être une des divinités qui serait des plus dangereuses d'une certaine manière et des plus instables par rapport justement à d'autres. Dieu cnonien, lié à la terre et à la mer, Poséidon est une divinité de la campagne associée aux chevaux dans un premier temps. Par le biais des échanges, que ce soit commerciaux ou autre chose, et des migrations, Poséidon s'est imposé comme une divinité les plus importantes d'abord dans la région du Péloponnèse, puis dans toute la Grèce dans un second temps. Son culte se diffuse dans toute la Grèce, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'en Italie, où en Italie, chez les Romains, il prend le nom de Neptune et non plus de Poséidon. En Grèce, cela concerne les villes principalement maritimes, mais aussi Sparte, où il est appelé Génékios, le créateur, Corinthe, où il fait l'objet de célébrations notamment des jeux ismiques, Athènes, Delphes, Ténos, Délos, le cap Sounion près d'Athènes, donc pas très loin, le cap Ténar, le cap Triépion, à Rhodes ou encore en Thessalie. En Thessalie, pour les raisons que nous avons vues liées aux mythes, mais également aux aventures qu'il a eues. Dans certaines régions, le dieu de la mer supplante même les divinités locales, donc s'imposant comme la divinité principale. Et en Italie, on retrouve le culte de Poséidon à Poseidonia, qui est l'actuel Paestum au sud de Salerne. Donc une ville proprement dédiée à Poséidon, comme on a pu le voir dans d'autres civilisations, que ce soit en Égypte ou bien ailleurs. Donc Poséidon avait son quartier général chez les Romains, justement, dans cette fameuse région. Le dieu a également des animaux sacrificiels, ou du moins qui lui ont été dédiés et qui sont élevés pour les sacrifices, justement, en lien avec son culte. On peut compter par exemple les chevaux, les béliers, les sangliers et les taureaux blancs ou noirs selon certainement les régions et selon également ce qu'on veut en faire. Les taureaux sont sacrifiés lors de certaines cérémonies, donc lors de certaines fêtes appelées les tauroeia, donc en lien avec le taureau. Et en Thessalie, des courses de chevaux sont alors organisées en l'honneur du dieu. À Corinthe, comme je vous l'ai expliqué, il fait l'objet de jeux bien particuliers qui sont les jeux ismiques, en lien bien entendu avec la dispute qu'il a eue vis-à-vis de Corinthe avec Hélios. Et lors de ces jeux, ce sont principalement des jeux sportifs. Alors il faut savoir que principalement, alors là on parle de jeux sismiques, mais on peut parler des jeux olympiques ou ailleurs, c'était souvent du sport, mais il pouvait y avoir aussi autre chose. Dans la région d'Argos, même si dans le mythe Poséidon perd la région, dans la réalité, un culte de Poséidon existe malgré tout, et il est quand même présent, même s'il est assez minime. En Grèce, le nom d'Argos ne désigne pas forcément une ville en particulier, mais plusieurs cités, voire même des alentours de certaines cités. Les cités d'Argos et la région argienne de façon générale est sous la protection de Héra, dont le lien est lié principalement au mythe d'Argos et de Io la vache. Alors pour vous l'expliquer, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur Argos il y a déjà quelques temps de ça, mais Argos était le protecteur justement de Héra, et bien sûr jalouse comme elle était, Zeus s'était entiché de Io, et pour la mettre à l'abri justement d'Héra, il l'avait transformée en jaunisse. Le problème c'est qu'Héra n'était pas totalement bête et que Argos ayant été envoyé par Héra pour surveiller la vache, ce dernier a été tué par Hermès, et malheureusement Héra ayant perdu entre guillemets son protecteur, pour remercier son protecteur mais aussi pour le garder auprès d'elle, elle fait transférer les yeux de Argos sur son animal fétiche qui est le pan, parce qu'Argos en fait était une créature avec une multiple d'yeux, en fait c'était des yeux multiples partout, où quand il surveillait Io, il en fermait une pour dormir et l'autre restait ouvert. Je vous renvoie à l'épisode, ce sera peut-être plus facile pour vous de comprendre, mais globalement c'est qu'il faut en comprendre. Donc comme je vous l'ai dit, la région d'Argos, ou du moins les cités portant le nom d'Argos et la région argienne de façon générale, est placée sous la protection d'Héra à cause justement du fameux mythe d'Argos et de Io. Dans la région argienne, cela englobe principalement une certaine cité, mais on peut également citer dans ces dernières les cités de Sparte ou encore de Mycène. Sparte qui a un statut un peu particulier chez les Grecs. À Argos, ou du moins, l'Héraïon est considéré comme le centre religieux principalement de Héra, notamment à Mycène principalement. Et dans ce centre religieux, très souvent, ou du moins dans les centres religieux de façon générale, on trouve parfois des divinités associées à la divinité principale, mais qui ont une place assez mineure. C'est un peu le cas malheureusement de Poséidon dans ce cadre-là, puisqu'il fait l'objet d'un culte, mais qui est relativement marginal malgré tout. Toutefois, il est quand même présent dans cette fameuse région argienne, principalement dans les zones côtières en lien
avec la mer et sa fonction de protecteur justement des marins. Dans ces régions côtières justement, dans ces cultes en lien avec la côte maritime, Poséidon doit faire également, on va dire, colocation, en plus de faire colocation, si on peut dire ça ainsi, avec Héra, avec d'autres divinités comme par exemple Dionysos, Déméter ou encore Hadès dans ces moments-là. Dans la région argienne, le site le plus important qui reste malgré tout le centre principal dédié à Dionysos dans ce cadre-là, c'est la région de Lerne, du moins de Lerna, on en a parlé dans la part précédente, donc avec tout ce qui est autour de l'Hydre, et cette région est consacrée ou du moins est laissée à Poséidon dans ce cadre-là. Donc on retrouve ce que nous a raconté le mythe par rapport justement au fait qu'il ait perdu la région d'Argos mais qu'on lui laisse Lerne, on le retrouve dans la réalité. Donc le mythe colle à la réalité, encore une fois, c'est un peu le cas comme je vous l'expliquais pour Argos, entre la réalité et le mythe colle à la réalité pour dans ce cadre-ci. On peut citer également un cas assez particulier puisqu'on est dans le cadre un peu des mythes et des cultes, le cadre particulier du culte de Poséidon à Thasos. En effet, à Thasos, il y a un sanctuaire dédié à Poséidon qui est relativement facile d'accès, notamment pour les marins qui voudraient y aller dans le but de demander protection au dieu, puisque là, c'est la fonction protectrice des marins justement qui est mise en avant et pas celle du dieu, alors lié à la terre justement. Et ce dernier, comme toujours, doit côtoyer d'autres divinités comme Apollon ou Héras. Donc il est toujours avec des anciens alliés, même si ils sont plus si alliés que ça. Dans ce fameux culte, l'administration est un peu différente, puisque on ne parle pas forcément de clergé entre guillemets, mais plutôt de magistrature, de magistrats, mais qui forment une confrérie. C'est un culte lié à une confrérie. Cette confrérie, on retrouve des allusions déjà dès le 1er siècle avant notre ère, dans les textes, dans les sources, et dans ces sources, on peut distinguer 3 décrets qui nous renseignent un peu sur le fonctionnement plus ou moins de cette confrérie, à savoir que dans ces magistrats, on peut en citer 3 de très importants, à savoir l'éponyme, le trésorier et le secrétaire. Donc ces 3 magistrats dirigent tous les autres membres, on va dire, de la confrérie, donc c'est eux qui sont à la tête de la confrérie. Et dans les mentions qu'on peut citer, il y en a certains qui sont dédiés à certaines tâches. Par exemple, le trésorier doit gérer les frais de ce qui est tout autour de l'affichage, donc au niveau du culte. Un autre peut, par exemple, demander des amendes pour X ou Y infractions. Les infractions n'ont pas été détaillées plus que ça dans la source que j'ai consultée. Et on suppose que l'argent de ces amendes devait servir au fonctionnement, notamment tout ce qui était autour de la pratique du culte, à savoir les sacrifices et les banquets sacrificiels, puisque je rappelle que chez les Grecs, quelle que soit la divinité ou autre, on procédait à des sacrifices animaux, et ces animaux sacrifiés étaient sacrifiés en l'honneur des dieux, mais les humains y participaient. C'est-à-dire que, pour vous l'expliquer, on va dire de façon très sommaire, la viande était cuite, les dieux se nourrissaient entre guillemets des odeurs de la viande, des os et tout ça, de la graisse, et les humains se nourrissaient de la viande en elle-même, telle qu'elle était servie, telle qu'elle était partagée entre les membres. Mais là, on peut supposer que dans cette confrérie, cette reprise de la pratique religieuse était exactement la même pour tout le monde. Donc ces fameuses amendes devaient certainement servir à la gestion justement des sacrifices, de leur organisation, mais également aux banquets sacrificiels, aux repas qui en suivaient. Donc on peut supposer que l'argent de ces différents amendes devait servir à ça. Dans un autre texte, on peut souligner également certaines pratiques, notamment dans le cas de la mort d'un des membres de la confrérie, comment cela se passait, comment les rites qui étaient pratiqués, ce genre de choses. Donc on a quelques renseignements sur la confrérie, mais pas plus que ça. Donc cela montre que il y avait quelques petites particularités aussi dans le culte de Dionysos, justement, dans le cadre de Thasos par rapport à ça. Dans les sources que l'on peut citer, dont là j'ai cité des sources qui datent du 1er siècle avant notre ère, mais on peut citer d'autres sources qui font un peu allusion à cette confrérie, à savoir que on retrouve les allusions à cette confrérie dans 2 autres documents. L'un, ce sont des inscriptions qui datent de l'époque romaine, donc déjà on peut supposer que les pratiques de Thasos s'étaient un petit peu répandues partout, et on le retrouve également sur un bas-relief qui se trouve dans le sud de l'Argarakala, donc quelque chose qui était connu peut-être de certaines personnes mais pas de d'autres. Mais dans le cadre du bas-relief, c'est plus en fait un épisode relatant la relation entre Poséidon et Hercule, donc vraiment un épisode assez particulier. Par ailleurs, dans le sanctuaire, il faut quand même me signaler qu'il y avait des hôtels, comme je vous dis, destinés principalement à la protection des marins, mais aussi également au port. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre globalement de la pratique religieuse de Poséidon? C'est que on peut souligner plusieurs choses. D'abord que les mythes coïncident un peu avec la réalité, par exemple pour Argos, également pour Corinthe, donc le cas de Corinthe. Donc on peut aussi étendre ça à la Thessalie, puisque la Thessalie, on retrouve des descendants entre guillemets de Poséidon dans la famille royale thessalienne. Donc déjà, on voit très bien que les mythes collent un peu avec la réalité par rapport à Poséidon. Il y a en Italie un centre religieux propre à Poséidon, mais en Grèce, de ce que j'ai pu trouver moi, on a l'impression, ou du moins j'ai eu
eu l'impression, moi, en faisant mes recherches, que Poséidon devait faire un peu colocation avec d'autres divinités, qu'il n'avait pas forcément un endroit propre. À part ce cadre particulier à Thasos, où c'est un cadre religieux bien particulier, il n'est pas toujours aisé, en fait, de dégager certaines pratiques un peu originales du culte de Poséidon, mais toujours est-il que on peut souligner que c'est très souvent le dieu marin qui est plus mis en avant dans ces cultes, pour ceux que j'ai pu trouver, que le dieu proprement parlé, tremblement de terre et tout ça. Donc on voit très bien que Poséidon est plus connu, ou du moins est passé à la postérité en travers des cultes ou ailleurs, pour son rôle de dieu des mers que des dieux terrestres à ce moment-là. Et c'est ce qui rend un peu les choses frustrantes quand on fait des recherches un peu poussées sur Poséidon, c'est qu'on se demande si le fait qu'il soit dieu des mers et dieu des tremblements de terre ou autre chose n'a pas un peu desservi la divinité, entre guillemets, ou du moins n'a pas desservi la pratique justement autour du culte de la divinité, et que par moment on a peut-être un peu de mal à le vénérer autrement que comme une divinité protectrice des marins et des navigateurs. Dans les représentations que nous avons du Seigneur des mers, on peut distinguer plusieurs choses. Tout d'abord, les représentations que nous avons, on en retrouve déjà dès l'époque antique, au travers de vases peints ou de ce genre de choses. En effet, on peut souligner déjà, selon les sources, la présence à Athènes dès le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ d'un Poséidon de bronze, donc d'une statue de bronze, comme cela se faisait beaucoup à l'époque. Et ce genre, on va dire, de statue s'est retrouvé un petit peu partout, à Éleusis ou bien ailleurs. Donc Poséidon, avec ses entrées dans certaines villes, par ses représentations, par ce genre de choses. Il faut savoir que les représentations avaient aussi un but religieux, il faut le savoir aussi. Donc ce qui fait que ce n'est pas totalement fou qu'on retrouve une multitude de statues de Poséidon. On en retrouve également dans le Parthénon, ce qui montre que le Parthénon, était un peu beaucoup dédié à Athéna, mais bon, on va dire on met les ennemis un peu ensemble. Donc c'est pas totalement fou qu'on en retrouve. Les répliques, comme je vous dis, des statues en bronze se retrouvent énormément, mais on retrouve également des représentations de Poséidon sous d'autres formes, sous forme de pièces, puisque souvent représenter des divinités sur des pièces parfois associées soit à un personnage important de la ville ou même du siècle. Prenons l'exemple de Néron qui s'était représenté par exemple avec Belle à un moment donné sur ces pièces. Ben là c'est un peu la même chose. On le retrouve également bien plus tard à l'époque moderne sur des tableaux peints. Donc on voit très bien que l'image de Poséidon a traversé un peu les âges, mais toujours sous la même forme. On le retrouve également aussi sur le camée du musée archéologique de Naples, que je vous encourage à aller voir si vous passez à Naples, un de ces quatre. Mais de façon générale, le dieu est toujours représenté sous ses traits de dieu de la mer, jamais comme une divinité terrestre, avec son trident, un dauphin ou parfois avec d'autres poissons. Mais globalement, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, même à l'époque antique, on le représente toujours de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les représentations de Poséidon, déjà, c'est assez ancienne. On peut retrouver des représentations de Poséidon sur des vases peints, sur des pièces, sur ce genre de choses, même sur certaines mosaïques. Mais Poséidon, du moins les figures antiques, à travers le temps, vont connaître un retour à la mode, si je peux dire ça comme ça, à l'époque moderne, c'est-à-dire Renaissance, époque classique ou ce genre de choses, où on va à nouveau représenter de nouveau les dieux de l'Olympe, alors avec des statues de bronze ou en pierre ou ce genre de choses, ou même sur des tableaux assez connus. Donc les dieux de l'Olympe vont connaître un peu un regain d'intérêt justement aux époques classiques, même aux époques Renaissance. Donc l'image du dieu des mers va se prolonger justement par ce biais-là, mais après, à part son rôle de dieu des mers, on met pas forcément en lien son rôle de dieu terrestre, dieu végétal ou ce genre de choses. Ça, on n'en parle pas. Personne n'en parle, c'est que cette représentation-là de Poséidon que l'on connaît. Et c'est peut-être aussi le fait que dans l'inconscient collectif, on connaît pas autre chose en fait de Poséidon, et c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage par rapport à cette divinité-là. En conclusion, ce que nous pouvons dire de Poséidon, c'est que c'est l'un des dieux les plus présents du panthéon grec que nous pouvons retrouver à l'heure d'aujourd'hui. On a vu qu'il avait pas mal de lieux de culte, que ce soit en Thessalie, que ce soit un peu partout. On a bien vu qu'en fait Poséidon fait partie un peu de ces divinités où on retrouve énormément de ces temples un peu partout, où il est également associé également à d'autres divinités dans les mythes, avec Athéna, avec Héra, parfois surtout pour des questions de dispute, parfois plus pour des questions un peu plus négatives également. On a vu que son lien avec Méduse, mais ça on en avait parlé au travers du podcast de Persée puis de Méduse ensuite après, puis aussi plus récemment de Pégase. C'est un dieu en fait qui est extrêmement présent dans la culture grecque, mais également qui s'est importé justement vers les Romains. On a vu également que Hérodote pense que Poséidon à la base était un dieu libyen à la base et pas un dieu proprement grec. Ça n'aurait
rien peut-être d'étonnant puisque si on regarde bien les Grecs, si on regarde bien le panthéon grec, il y a beaucoup de divinités ou du moins certaines divinités où on soupçonne qu'il y a eu des influences venues de l'extérieur, comme par exemple pour Aphrodite où c'est une influence chypriote, pour Adonis que c'est plutôt une influence assyrienne. Donc on voit que certaines divinités également, même très anciennes, puisque on a indiqué que Poséidon était déjà présent dès l'ère mycénienne, donc dès l'ère, on va dire, une ère assez ancienne. Donc on voit que c'est une divinité qui est relativement, on va dire, ancienne, très présente au même titre que Zeus ou que même Hadès qu'on a déjà vu précédemment. Donc on voit aussi également que certaines de ces, on va dire, conquêtes amoureuses, notamment avec Déméter et l'enfant qu'ils ont eu ensemble, sont en lien avec les cultes à mystère de Déméter, donc des cultes d'Éleusis. On voit aussi que l'influence de Poséidon au travers de toute la Grèce se retrouve plus ou moins dans les pratiques du culte, dans tout un tas de choses. Donc on voit aussi que c'est une divinité du panthéon grec, certes que l'on connaît beaucoup au travers des différentes séries, des différents, on va dire, représentations de la culture populaire, mais globalement il est vrai que à part le fait que c'est le dieu des océans, à ne pas confondre avec Pontos qui est aussi un dieu des mers et des océans, mais une version, on va dire, plus ancienne, on va dire que c'est la version 1.0 du dieu on va dire, marin à proprement parler. Poséidon est plus associé, on va dire, à tout ce qui est la matière, on va dire, liquide, la matière eau, mais plutôt dans son caractère plutôt infernal, avec les tremblements de terre, les séismes et ce genre de choses, alors que Pontos est plus associé à l'eau plus tranquille, beaucoup plus, on va dire, plus douce d'une certaine manière. Donc Poséidon, si on devait vraiment l'opposer à Pontos, il serait plus la version un peu, je vais pas dire le côté sombre de la force à ce niveau-là, mais il serait plutôt à mettre en contradiction avec Pontos d'une certaine façon. Pontos, nous l'avons vu, c'est vraiment la génération plutôt de Gaïa, alors que Poséidon est plus la génération de Zeus et de tous les autres. Donc il y a quand même il y a un certain décalage entre les deux. Poséidon est associé également aux dauphins, est également associé également aux chevaux, puisque c'est l'une de ses représentations. Dans certaines versions, par exemple, du mythe de Méduse, il a été dit que Poséidon s'était transformé en cheval dans le but, on va dire, d'abuser de Méduse dans le cadre que nous avons déjà vu, et que c'est pour ça que Pégase aurait cet aspect-là. Donc c'est une hypothèse que j'ai pris connaissance tout récemment. À l'époque, je ne l'avais pas trouvé, mais voilà, le cheval est très associé également à Poséidon, au même titre que Poséidon est beaucoup associé également à l'Iliade et l'Odyssée, puisque Poséidon est une divinité qui est présente au moment de l'Iliade et l'Odyssée, et notamment du fait qu'il est très mal pris que Polyphème, son fils Cyclope, ait été, on va dire, martyrisé par Ulysse. Le fait que Ulysse ait un peu de mal à rentrer chez lui, on peut se dire que Poséidon est un peu pour quelque chose si on voulait vraiment rentrer un peu dans le romanesque, mais globalement, voilà, c'est une divinité qui est extrêmement associée à la mer, à la substance liquide, au côté peut-être aussi infernal de ce que peut représenter les océans, puisque Poséidon est aussi celui que les marins implorent avant de partir, c'est aussi celui qui peut déclencher les tempêtes, qui est aussi également associé au vent. Rappelez-vous, nous avons vu Éole il y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est une divinité qui est à la fois très complexe, qui est un peu belliqueuse également, mais qui fait partie du paysage également religieux et aussi iconographique justement de la Grèce antique, mais aussi chez les Romains, puisque beaucoup de divinités grecques, comme je vous l'ai souvent expliqué, ont été transportées aussi chez les Romains. On verra plus tard avec Apollon, mais aussi avec Hermès, qu'on va plutôt associer à Thoth d'une certaine façon. Ce sont beaucoup de divinités qui ont été associées c'est beaucoup de divinités qui ont été transportées des Grecs vers les Romains, et les Romains les ont réadaptées un peu à leur sauce. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce podcast vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses sur Poséidon que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes Spotify et TikTok, où je poste une vidéo histoire en fin de mois chaque mois. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là prenez bien soin de vous.